Voilà, voilà. Nous, d'ailleurs, voilà, vous m'entendez bien. Donc, comme je le disais, je voulais vous accueillir au nom de la communauté d'agglomération qui a repris la compétence sur ce magnifique équipement et au nom de son président Jean-Louis Valentin, mais surtout accueillir Madame Danielle Imbaud, astrophysicienne au CEA de Saclay, et qui nous fait l'honneur de sa visite pour la seconde fois en quelques mois, et qui vient ici au Ludiver, le Ludiver qui vous accueille et qui est totalement dans ses missions et dans sa vocation. Monsieur Biel le confirmera, qui est de faire le lien entre le monde de la science, le monde de la recherche et le grand public, donc on est tout à fait dans sa vocation. Ce soir, Madame Imbaud, vous allez nous parler d'un grand projet qui est le projet ITER, qui me semble être un projet très ambitieux, un projet mondial, confiné dans un énorme bâtiment de verre, d'acier et de béton, et si j'ai bien compris, dont l'objectif est de démontrer l'éventuelle faisabilité d'utiliser la fusion nucléaire pour la production massive d'énergie. exactement. Ce qui permettrait sans doute de résoudre les besoins énergétiques de la planète. En tout cas, c'est un projet qui semble assez extraordinaire. Et c'est pour ça, sans doute, que vous êtes aussi nombreux ce soir. Je voulais vous remercier, Madame, de nous accorder du temps pour nous expliquer ces projets et puis surtout pour transmettre vos connaissances. Et puis je voudrais aussi remercier Marie Kirchner, qui est la présidente de WIN Normandie, cette association de femmes impliquées dans les métiers du nucléaire, et puis Monsieur Biel de nous accueillir ce soir. Et puis surtout, vous souhaitez à tous et à toutes une très bonne soirée. Monsieur Biel, Marie, je vous donne la parole. Donc, on voulait vous remercier d'être venus si nombreux ce soir. Et on poursuit notre objectif commun de contribuer à l'éveil scientifique, notamment auprès des jeunes, et de présenter les liens entre l'énergie nucléaire et la recherche spatiale. Donc, merci pour votre soutien. Le WIN Normandie vient de signer un partenariat avec la communauté d'agglomération du Cotentin, qui fait suite au partenariat qu'on avait avec la mairie de La Hague. Et donc, merci à Didier Biel et à son équipe pour leur accueil chaleureux et leur soutien. Nous vous rappelons qu'un enregistrement vidéo est en train d'être tourné, donc vous pourrez retrouver cette conférence dans quelques semaines sur YouTube, et la conférence précédente est disponible. Vous allez sur le site de win-france.org, il y a un onglet qui s'appelle En France, ensuite vous prenez la région Normandie, vous descendez, il y a des articles, et quand vous arrivez sur la conférence Petit voyage dans le cosmos de notre étoile aux confins de l'univers, vous avez un lien vers la conférence précédente, et si vous l'avez raté, vraiment je vous conseille de regarder ce lien. Voilà, donc n'oubliez pas d'éteindre vos portables ou de les mettre sur vibreur, et je vous dis à tout à l'heure. C'était commun. Ok, bon, bah donc, je vais compléter ma présentation. Donc, moi, j'ai travaillé à la direction de la recherche fondamentale au CEA, donc commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, pendant pas mal d'années, et notamment au service d'astrophysique. Je ne suis pas astrophysicienne, j'ai été chef de projet en astrophysique spatiale, c'est-à-dire que j'ai piloté des équipes internationales pour réaliser des instruments qui ont été lancés pour s'intéresser soit aux planètes, soit à la vie et à la mort des étoiles, notamment dans un cadre européen et dans un cadre franco-soviétique pour l'autre. Je suis par ailleurs secrétaire du comité de liaison enseignants astronomes, qui est une association d'enseignants et d'astronomes, comme son nom l'indique, qui vise à former les enseignants pour qu'ils utilisent l'astronomie en classe. L'astronomie est quelque chose qui est très apprécié par les élèves, quel que soit leur niveau, et on peut mettre de l'astronomie dans les programmes. L'astronomie, c'est la plus ancienne des sciences, donc on peut mettre de l'astronomie
dans les enseignants de physique, évidemment, de sciences de la vie et de la terre, mais aussi de français, d'art plastique, de philosophie, d'histoire des sciences, d'histoire des idées, etc. Donc il y a énormément de choses. Et donc je suis secrétaire de cette association et j'organise tous les ans une école d'été destinée à des enseignants pour qu'ils se perfectionnent, que ce soit des professeurs des écoles, de collège ou de lycée. Donc si parmi vous, il y a des gens que ça intéresse, ce genre de choses, j'ai apporté évidemment mes petits dépliants publicitaires pour ceux que ça intéresse. Mon rapport avec ITER, puisqu'aujourd'hui je vous parle donc de l'énergie du futur sur le chemin des étoiles. Il y a une petite étoile ici à chemin, parce que ITER en latin veut dire chemin. Ça veut dire autre chose qu'on verra après. Aujourd'hui, on va parler effectivement de cette grosse machine de physique, en fait, hein, qui est en cours de construction actuellement à côté d'Aix-en-Provence, à côté du centre CEA-KRH. J'y suis intéressé parce que j'ai été à la direction de la recherche fondamentale, assistant du directeur pendant quelques années pour m'occuper de tout ce qui était les grands projets, que par ailleurs j'ai participé à un groupe d'études en fait sur l'organisation du projet ITER, les organisations du projet ITER qui, comme c'est une grande première, c'est le premier vrai projet mondial. Il n'y a pas eu un plus gros projet dans le monde que celui-là. Donc évidemment, il faut inventer aussi des façons de travailler entre des gens de 35 pays avec des cultures différentes pour tenir un planning, pour tenir des échéances et résoudre des difficultés technologiques qui, comme vous allez le voir de façon assez succincte, sont de taille, autant que le réacteur lui-même. Voilà, rapidement présenté, je ne sais pas s'il y a autre chose à dire, en gros, voilà, si j'ai des idées en cours de route. Alors, le contexte d'abord. Le contexte d'ITER, c'est évidemment la problématique que nous connaissons tous, et à laquelle il a été fait allusion dans l'introduction. C'est dans un contexte d'augmentation de la population, hein, on est presque 8 milliards et on va à 10 milliards en 2050. Plus du niveau de vie, il y a encore plus d'1 milliard de personnes sur le globe qui n'ont pas accès à l'électricité. Donc les pays progressent. On va vers des périodes de consommation d'énergie, toutes les prévisions sont des consommations d'énergie à la hausse. On sait par ailleurs que les ressources fossiles s'amenuisent, donc c'est entre 50 et 150 ans selon les années, selon les évaluations, etc. En ce qui concerne le gaz, le pétrole, le charbon. Mais on sait que ces énergies fossiles ont un fort impact sur le climat, dont on parle beaucoup en ce moment, et voilà, donc on voudrait essayer de limiter ce genre de choses. En ce qui concerne le nucléaire, qu'on qualifie de fission, donc le nucléaire qui fait tourner nos centrales aujourd'hui, on a à peu près, les réserves d'uranium, c'est pareil, hein, c'est à la louche, c'est la centaine d'années, mais vous connaissez la problématique, notamment ici, des déchets à gérer, de la valorisation de ce qui est valorisable dans ce qui sort des centrales une fois que les combustibles ont vraiment donné ce qu'ils avaient à donner. Et puis on évalue à peut-être 1000 ans si on arrivait à mettre en route ce qu'on appelle la génération 4, les réacteurs à neutrons rapides, bon, qui sont encore assez problématiques, qui ont pris aussi pas mal de retard. Donc voilà, on est dans un contexte qui n'est pas très... Alors évidemment, on parle beaucoup aussi d'énergie renouvelable, y compris dans l'organisme d'où je suis issu, avec la problématique des énergies renouvelables, donc, qui sont évidemment à développer, ça, personne ne discute de ça, mais d'une part elles sont intermittentes, donc, d'accord, d'autre part elles sont diffuses, c'est-à-dire qu'il faut des grandes surfaces pour mettre des éoliennes, il faut des grandes surfaces pour mettre des panneaux photovoltaïques, dans un contexte que les spécialistes démographes appellent métropolisation, c'est-à-dire que la population mondiale se regroupe actuellement autour de métropoles, où il y a de plus en plus de monde, des mégapoles en fait, et en fait on produirait de l'énergie avec ce genre de système dans la campagne là où il y a de la place, pour des gens qui sont tous amassés dans des grosses agglomérations. Donc ça pose des tas de problèmes sur le transport, sur les pertes, sur les rendements, bref, je ne suis pas là pour parler de ce sujet, mais disons qu'il faut le développer, mais qu'un certain nombre de gens ressentent le besoin d'avoir un moyen de produire massivement une énergie continue, qui ne soit pas intermittente, durable. Évidemment, là-dedans, il y a des recherches sur les pays, sur le stockage, etc. Bon, je ne vais pas faire un exposé là-dessus, mais donc, le fait d'avoir de l'énergie qui soit continue, qui soit durable, qui soit sûre et qui ne produise pas de gaz carbonique ou de gaz à effet de serre de façon générale,
Voilà, donc on est un petit peu à la recherche de ce Graal-là, et un certain nombre de scientifiques se sont dit, le soleil, bon, on en profite quand on fait des panneaux photovoltaïques, et on capte son énergie, mais si que on essayait de le mimer et de mettre dans un réacteur un petit soleil, en fait, donc de fabriquer de l'énergie comme le soleil le fait, là où il est, et comme de façon générale les étoiles le font. Voilà, donc ça c'est le grand chantier, c'est est-ce que dans ITER on est capable, comme ça a été dit tout à l'heure, de faire fonctionner la fusion thermonucléaire pour fabriquer de l'énergie et de l'électricité comme un réacteur producteur d'électricité. Voilà, donc on en est là. Alors je vais faire une petite intro pour situer le sujet par rapport aux étoiles. En fait, les étoiles, toute la lumière et la chaleur qui sont créées par les étoiles sont issues de réactions de fusion thermonucléaire qui se produisent dans leur cœur. Alors ça, c'est des choses qui ont été découvertes par des grands pionniers. J'en ai mis 3, mais il y a plus de monde que ça. Bon, j'ai mis Jean Perrin, qui est le premier à avoir, donc le prix Nobel de physique français, qui est le premier à avoir cette idée que peut-être c'était la fusion qui produisait cette énergie. Arthur Eddington a fait aussi un certain nombre de calculs, il a amélioré les idées de Jean Perrin assez largement, donc il est souvent cité comme fondateur. Et vous savez, les anglo-saxons ont souvent l'habitude d'oublier quand... bon, bref. Donc, c'est pour ça que je mentionne Jean Perrin au passage. On dit toujours c'est Eddington qui a... oui, c'est vrai, il a formalisé, il a écrit des papiers extraordinaires là-dessus. Et le troisième personnage très important, c'est Hans Bethe, qui était un Allemand qui, en 1938, a vraiment fait un article et expliqué comment se passe la fusion thermonucléaire dans le Soleil et d'où vient vraiment l'énergie du Soleil, avec voilà, justification, avec des informations, des calculs, etc. et des mesures. Et il a d'ailleurs eu pour cette découverte le prix Nobel en 1967. Alors, juste après la guerre, ce qu'on doit dire aussi, c'est que des équipes en Union soviétique, dans les années 50, ont commencé à passer à la partie pratique de la chose. Ça, c'était la théorie. Et les soviétiques ont développé, alors bon, on parle souvent comme pionnier vraiment de cette fonction M. Artsimovitch. Alors j'ai mis étal parce qu'il y a plein de gens là-dedans qui suivent. Bon, on va dire que c'était lui qui était un peu le leader de cette affaire. Et dans les années 50, ces gens-là ont commencé à faire des recherches sur l'utilisation pacifique de cette énergie de fusion thermonucléaire. Et ITER, finalement, c'est la suite logique. C'est-à-dire que parfois on dit, oh, ITER, on en parle depuis 30 ans, depuis 40 ans. Non, on en parle depuis plus de 70 ans. Parce que les premières idées sur est-ce qu'on serait capable de faire de la fusion dans un réacteur pour récupérer de l'énergie, ça date plutôt des années 50. Voilà. Et donc ITER, c'est le dernier rejeton de cette longue série, de cette grande famille. ITER, ça veut dire International, pour ça, thermonucléaire, ok, c'est thermonucléaire, je vais expliquer ce que ça veut dire. Expérimental, alors j'ai souligné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que ITER, ça va être un réacteur qui va fabriquer de l'électricité. On n'en est pas là du tout. ITER, c'est une grosse manip de physique qui va permettre de démontrer, tout le monde l'espère, la faisabilité scientifique et technique de la fusion thermonucléaire dans un réacteur. D'accord, on en est à démontrer, là on est vraiment dans de la manip de physique. Hein. Grosse manip, mais c'est quand même... voilà. Donc, je vais passer par 4 étapes, je vais vous expliquer ce que c'est la fusion thermonucléaire, comment est-ce qu'on espère pouvoir la maîtriser, la domestiquer dans une installation, quels sont les principaux défis qu'on a à mettre auxquels il faut faire face, et puis où est-ce qu'on en est aujourd'hui de la construction, puisqu'on est en pleine phase de construction sur le site donc, de Cadarache, à côté d'Aix-en-Provence. Si quelqu'un ne comprend pas quelque chose, parce que j'essaye de définir mon vocabulaire, n'hésitez pas à vous lever la main, c'est pas la peine d'attendre la fin pour me dire j'ai rien compris à ce que vous avez dit dans les 5 premières minutes, d'accord. N'hésitez pas, on est entre nous, donc... Alors, première petite chose, la quantité d'énergie qu'on paye sur nos factures d'énergie, c'est exprimé en kilowattheure. Ce qui n'est pas une unité de la physique, mais enfin, on l'utilise comme ça, c'est traditionnel, kilowattheure. La question c'est, quelle masse de matière est-ce qu'il faut mettre en jeu pour échanger une quantité d'énergie de 1 kWh. 1 kWh, c'est le truc qui coûte 0,1 €, en gros, hors taxe sur les factures. Alors, 1 kWh, c'est, par exemple, si c'est de l'énergie cinétique,
Si on balade 10 tonnes à 100 km/h et que ça vient se fracasser sur quelque chose et qu'on récupérait toute l'énergie du choc, ça fait à peu près 1 kWh. En énergie potentielle, c'est 10 tonnes qui tombent de 40 mètres, dû à la gravitation. En chimie, c'est en gros 100 grammes de carburant. En énergie calorifique, c'est ce qu'il faut pour faire fondre 10 kg de glace ou faire bouillir 1,5 litre d'eau. En solaire, c'est de l'heure d'éclairement, du mètre carré. En éolien, c'est 1 heure de vent, voilà, sur 0,5 mètre carré. Donc on est sur des données, que ce soit en cinétique, en chimique, en solaire, en éolienne, où on manipule des quantités qui sont des quantités de la vie de tous les jours. Des heures, des mètres carrés, des kilos, des grammes, d'accord, des mètres. Alors là, il y a Einstein Albert, par son prénom, qui vient jouer dans la cour, avec sa fameuse formule E égale MC2, et il y a trois autres types d'énergie, assez différentes de celle-là par les ordres de grandeur. Si on parle en masse, en gros, pour faire 1 kWh, avec la fission nucléaire qu'on utilise aujourd'hui pour faire l'électricité, il faut 10 mg d'uranium. Si on pouvait utiliser la fusion nucléaire, on serait plutôt dans les microgrammes d'hydrogène. Et si on arrivait à transformer, ce qui ne fait pas partie d'un projet de ce type actuellement, si on pouvait transformer la masse qui est ici, énergie égale la masse multipliée par le carré de la vitesse de la lumière, il faudrait 30 nanogrammes, c'est-à-dire milliardièmes de grammes, pour fabriquer 1 kWh. C'est-à-dire que la matière, elle est pleine d'énergie, et qu'en fonction, voilà, donc selon qu'on utilise la chimie, l'éolien, etc., la mécanique, ou qu'on utilise le nucléaire en fission ou en fusion, on n'est pas du tout dans les mêmes ordres de grandeur. Donc ce que vous voyez, c'est l'efficacité, en fait, de cette énergie, y compris l'efficacité de la fusion par rapport à la fission, l'efficacité potentielle. C'est clair ce que je dis là? Ouais. Donc, en gros, petit calcul fait, 17 TW pour la population mondiale, 10 milliards de personnes, on fait un petit calcul, et on regarde qu'en gros, il faut 20 grammes pour toute une vie de terrien pour avoir l'énergie dont on a besoin pour vivre, tout compris. C'est-à-dire, on regarde l'énergie globale du globe et on divise par le nombre de personnes, on met là-dedans tout ce qui est industrie, etc. On met évidemment là-dedans aussi des disparités monstrueuses, puisque 20 grammes pour toute une vie, c'est pour le terrien moyen. Si on est européen, c'est 2 fois plus. Si on est américain, c'est 4 fois plus. Si on est au Qatar, c'est 15 fois plus. Si on est au Bangladesh, c'est 5 fois moins. Et si on est dans je ne sais plus quel pays dont j'ai regardé hier, ça tournait plutôt autour de 15 fois moins. Donc il y a des disparités absolument monstrueuses entre les terriens sur les besoins en énergie. Oui, je vous en prie. C'est bien la moyenne, c'est 20 grammes pour un individu. Pour un individu, voilà. J'ai dû mettre 80 ans. Voilà, donc vous pouvez faire le calcul avec les données qui circulent. Donc, voilà, c'est juste pour montrer un peu l'efficacité en fait de cette éventuelle. Voilà. Alors cette matière qui est pleine d'énergie, puisqu'on vient de le voir, de quoi elle était constituée. Donc ça va être des rappels pour beaucoup d'entre vous, mais je passe par là quand même. Bon, la matière est constituée d'atomes. Dans ces atomes, il y a un noyau qui est en général à peu près 10 000 fois plus petit que la taille de l'atome. Il y a des électrons qui tournent autour du noyau, et ce noyau, il est chargé positivement en termes d'électricité. Les électrons sont chargés négativement, le noyau est chargé positivement. Le noyau est constitué de protons qui sont positifs et de neutrons qui sont neutres électriquement. Et évidemment, puisqu'un atome est neutre, il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons qui tournent autour. Ok? Ça fait ce qu'on appelle un atome. Alors, deux choses qui sont importantes tout de suite, c'est que le nombre de protons égale le nombre d'électrons, je l'ai dit, ça détermine un élément chimique. Donc le nombre d'électrons qui tournent autour du noyau, c'est ça qui va faire qu'on a affaire à du fer, à du sodium, à de l'hydrogène ou à du krypton. D'accord? Ça, c'est l'élément chimique. Et puis, on peut avoir aussi des matériaux dont le nombre de protons correspond à un élément chimique et un nombre différent de neutrons qui fait qu'on peut avoir ce qu'on appelle un isotope. C'est-à-dire que chimiquement, c'est le nombre de protons qui compte, c'est pas le fait de rajouter ou pas des neutrons. Donc les réactions chimiques vont se faire avec le nombre de protons et avec le nombre d'électrons qui tournent autour. Vous pouvez avoir par exemple, quand on parle d'eau lourde, l'eau lourde est faite avec un hydrogène qui n'est pas d'hydrogène comme on a dans H2O, mais on a D2O, c'est-à-dire de l'eau lourde, c'est avec du deutérium qui est 2 fois plus lourd que l'hydrogène. C'est pour ça qu'on appelle ça l'eau lourde. Ok? Donc ça, c'est des notions qui sont
mais je préfère l'expliquer maintenant. Donc c'est la notion d'élément chimique. Alors j'en profite pour faire de passer une minute sur la classification périodique des éléments, pour une raison simple, c'est que cette année, c'est le 150e anniversaire de la classification de Mendeleïev, dont un certain nombre d'entre vous ont sûrement appris, y compris Napoléon mange allègrement Cicéron sans claquer, pour se rappeler voilà, de la table du tableau de Mendeleïev. Et donc la découverte de Mendeleïev en 1869, c'est qu'en fait il a regardé des éléments de plus en plus lourds, c'est-à-dire avec un nombre de protons et de neutrons, il n'en savait rien évidemment, disons des atomes qui étaient de plus en plus lourds, et il s'est aperçu, pourquoi c'est périodique? Parce qu'au bout d'un certain temps, on retrouve des atomes, si on les met tous en ligne, on retrouve des atomes qui ont les mêmes propriétés chimiques, en tout cas proches, que celui qui était là avant. Par exemple, entre le lithium, le sodium, le krypton, etc. Krypton, pardon, le potassium, c'est le potassium qu'on a dans les eaux. On a des réactions chimiques qui se passent un peu de la même façon. Voilà, et en fait, par exemple, cette colonne-là réagit bien avec ça. Par exemple, si on a du sodium avec du chlore, ça fait du sel de cuisine, NaCl, et ainsi de suite. Donc on a des propriétés chimiques qui se reproduisent avec une certaine période. Et ça, c'est la découverte de Mendeleïev, avec un atome qui est le plus léger, qui est l'hydrogène, qui a un proton comme noyau, et l'atome naturel le plus lourd, qui est l'uranium, qui a 92 protons, et un certain nombre de neutrons, mais ce qui compte pour la chimie, c'est le nombre de protons. Voilà. Alors ça, c'est la publication de Mendeleïev. Vous voyez qu'il avait en fait assez peu d'atomes connus à son époque, hein, par rapport à tout ce qu'on connaît aujourd'hui, et le tableau de Mendeleïev avait plein de trous, et donc les scientifiques, les chimistes ont comblé les trous au fur et à mesure des décennies qui sont passées, en découvrant de nouveaux éléments qui collaient bien là-dedans, et qui collaient bien aussi avec les propriétés des uns et des autres, et surtout avec le nombre, finalement la masse atomique, on appelle, des éléments qui étaient dans ce tableau. Donc ça, c'est la grosse découverte. Et en fait, on a compris ce qu'avait découvert Mendeleïev, qu'avec le modèle de Niels Bohr, qui s'est aperçu, enfin qui a conçu que un atome, c'était en fait un noyau avec des électrons en même nombre que les protons du noyau, qui se répartissent sur des couches, et que sur les couches, il y a un nombre de places limité. Et donc c'est ça qui explique l'aspect périodique, c'est-à-dire que le sodium, le potassium ont un électron de trop sur la dernière couche, et ces éléments-là, ils ont 7 électrons sur une couche qui en accepte 8, et donc ils ont une facilité pour faire des molécules entre, par exemple, cette colonne et cette colonne. Donc ça, c'est le modèle en couche des atomes qui a valu le prix Nobel de physique à Niels Bohr en 1922. Voilà, donc salut Mendeleïev, et merci pour... voilà. Alors, j'en viens aux objets dont on va parler là. L'hydrogène, il y a donc un proton, et autour de l'hydrogène, du proton de l'hydrogène, dans le noyau, il peut y avoir pas de neutrons, c'est l'hydrogène classique, je dirais, mais il peut y avoir 1, 2 ou 3 neutrons. Alors s'il y a un neutron, on va avoir un hydrogène 2, avec un proton et un neutron, ça va s'appeler le deutérium, celui dont je parlais, qui permet de faire de l'eau lourde. Et si on a de l'hydrogène 3, ça s'appelle le tritium, toujours un proton, sinon ça ne serait pas de l'hydrogène, et deux nucléons, 2 neutrons qui font donc ce qu'on appelle du tritium. Voilà. On va parler aussi de l'hélium, on va parler du lithium. Le carbone, au passage, je le mentionne parce que le carbone, normalement, a 6 protons, enfin c'est pas normalement, le carbone a 6 protons. Le carbone classique, il a aussi 6 neutrons, ça fait du carbone 12, mais vous savez certainement qu'il y a du carbone qui a 8 neutrons, ce qui fait du carbone 14, qui est un peu instable et qui sert à faire des datations, notamment en archéologie, on utilise beaucoup le carbone 14 pour... voilà, donc ça c'est des isotopes qui sont instables. C'est un peu comme si sur le tableau de Mendeleïev, on mettait une 3e dimension avec les isotopes dans chacune des boîtes. Voilà, le potassium dont on parlait tout à l'heure, qu'on a dans nos eaux, normalement il y a 19 protons, et puis il peut y avoir entre 13 et 36 neutrons qui tournent autour. Voilà, donc celui qui est le plus classique, c'est 20, mais il y a des isotopes radioactifs du potassium qu'on a d'ailleurs dans notre organisme, puisqu'il y a un pourcentage du potassium naturel qui est radioactif dans ces différents types d'éléments. Voilà, et puis l'uranium, pour terminer ici, 92 protons, et lui il peut avoir de 125 à 150 neutrons. Voilà, et celui qu'on a 146, c'est l'uranium le plus classique et celui qu'on trouve en majorité, qui est l'uranium 238, mais il y a aussi du 235 et tout un tas d'autres qui sont moins stables et qui sont éventuellement fissiles.
Voilà. Donc, on a ce petit tableau qui est ici. Au passage, vous remarquez une chose qui est intéressante, c'est que là, on a, dans l'espèce majoritaire, on a autant de protons que de neutrons. Là, on a beaucoup plus de neutrons que de protons pour les éléments lourds. Pourquoi? Parce que les protons du noyau étant tous chargés positivement, ils ont plutôt tendance à s'écarter les uns des autres, et qu'il faut des neutrons en plus pour assurer la cohésion. Parce qu'en fait, un noyau d'atomes, il a ce qu'on appelle une force, l'interaction forte, une force nucléaire, qui fait que ça reste bien accroché, que ça se colle en quelque sorte. Et donc les neutrons servent, il faut plus de neutrons pour que ce soit stable quand il y a beaucoup de noyaux positifs, parce qu'ils auraient plutôt tendance à s'éloigner les uns des autres. Alors on en arrive à expliquer la fission avec tout ça et la fusion. Là on a un atome, là on a les éléments, donc les protons et les neutrons de l'atome qui sont séparés. Je mets ça dans une balance, donc je mets les atomes d'un côté et puis le noyau constitué de l'autre, et on s'aperçoit que le noyau est plus lourd que la somme de ses constituants. Pourquoi le noyau est plus lourd que la somme de ses constituants? C'est à cause d'Albert, parce qu'il y a une différence de masse, et cette différence de masse entre les constituants et l'atome et le noyau lui-même, ça correspond à une différence d'énergie qui correspond toujours à la même formule E égale mc2. Ça revient à dire en fait que cette différence d'énergie, c'est l'énergie de liaison entre les différents nucléons qui sont là. Donc on a des atomes qui sont plus lourds parce qu'il y a de l'énergie. L'énergie en fait est équivalente à la masse. C'est elle qui les tient accrochés les uns aux autres et qui fait la cohésion du noyau. Alors, de là sort l'énergie nucléaire de fission, dont on ne parlera pas du tout, mais je le mentionne au passage. En fait, les noyaux lourds, pour ceux en tout cas qui sont pas hyper stables, du genre le 235, qui est ce qu'on appelle fissile, il suffit d'une grosse pichenette quand même, disons. Bref, on lui envoie un neutron et il se fissionne, c'est-à-dire qu'il se scinde en deux morceaux et on récupère de l'énergie avec de toutes ces particules qui sont chargées d'énergie, et c'est cette énergie qu'on récupère pour faire de l'électricité dans les réacteurs nucléaires de fission. D'accord? Donc, en gros, l'uranium, il est plus lourd que ses constituants et on récupère l'énergie avec de l'uranium 235, par exemple. Et puis avec ce neutron qui est là va aller taper un autre uranium 235 et on va faire ce qu'on appelle la réaction en chaîne qu'on met en œuvre dans les réacteurs de fission. Mais il y a un deuxième type d'énergie nucléaire, la physique a fait les choses. Il y a ce qu'on appelle la fusion des noyaux légers, c'est-à-dire que par exemple, l'hélium, il est plus léger que ses constituants. On pourrait dire qu'en fait, les noyaux lourds, ils n'ont qu'une envie, si on les titille un peu, c'est de se casser, et à ce moment-là, on récupère de l'énergie. Et les noyaux légers, ils n'ont qu'une envie, c'est de se mettre ensemble, et on récupère de l'énergie. Donc les noyaux légers, par exemple, ici vous avez le cas, voilà, donc deutérium-tritium qui donne un machin qui est instable, ça fait un noyau d'hélium et un neutron qui s'en va, et ça récupère de l'énergie, c'est-à-dire que le noyau qui est ici, il est plus léger que les constituants, parce qu'il y a une énergie de... Voilà. Ils ont envie, en fait, on pourrait presque dire que les gros noyaux, ils ont plutôt envie de se casser en morceaux, et les petits noyaux, ils ont plutôt envie de se fusionner, et dans les deux cas, ça produit de l'énergie. Voilà, donc là, si on fait deutérium-tritium, donne hélium plus, voilà. Alors, la grosse différence entre cette énergie